Bonjour, nous sommes le professeur Elo Janissé Nkunku, professeur des universités de la Commonwealth, puisque nous enseignons en anglais, professeur des universités de la Commonwealth britannique, professeur des universités des facultés de droit et des universités catholiques sous l'égide du Vatican. Nous sommes également membres influents du mouvement global catholique sur les changements climatiques, du mouvement pontifical, du mouvement du pape François en matière de changement climatique. Nous sommes professeurs des universités en matière d'environnement et de changement climatique. Nous sommes experts à l'UNEP, l'organe des Nations Unies chargé des questions environnementales. Voilà, nous sommes ici à Genève et nous sommes aujourd'hui le 7 mars et nous voulons revenir sur le débat sur le droit international de l'investissement. Dans la précédente présentation, nous avions dit que pour qu'une branche de droit existe, il fallait en droit remplir des conditions, certaines conditions. Donc nous avions démontré que le droit international des investissements était une tricherie historique. Par contre, la question est de savoir si le droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie existe. Est-ce que le droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie existe? D'emblée, oui. D'emblée, oui. Et en tant qu'expert des investissements pétroliers et miniers, nous disons oui. Et nous allons le démontrer. L'article 38 du statut de la Cour internationale de justice dit que pour qu'une branche de droit existe, il faut que cette branche puisse remplir les critères, un certain nombre de critères. D'abord, les traités. Le droit international public, les premières sources du droit international public sont donc les traités. Est-ce que le droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie est un droit international public du pétrole, des minerais et de l'énergie? Oui, parce que les premières sources du droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie furent donc les traités de navigation et d'amitié. Donc les explorateurs sont venus, les Livingstone sont venus, les Henry Stanley à Kinshasa, des Brazza au Congo. Ces explorateurs-là sont venus signer des traités du pétrole. Ils ont caché le mot pétrole. Ils sont venus signer des traités du pétrole et des matières premières. Donc on voit aussi les traités du roi Baudouin avec la RDC. Donc ces traités de navigation, appelés de navigation et d'amitié, sont donc les premières sources du droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. L'article 38 du statut de la Cour de justice internationale, après les traités, présente la coutume internationale. Est-ce que justement le droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie a obéi à la coutume internationale, à une pratique coutumière internationale? Mais oui, il y a les opérations d'exploration et d'exploitation des matières premières ont une pratique coutumière domestique et internationale. Par exemple,
lorsqu'on a découvert le pétrole à Toutyville par le colonel Drake aux États-Unis, à Toutyville en Philadelphie, il y a eu une pratique, il y a eu des multinationales, des majors qui sont sortis et qui étaient en conflit justement avec les États des Nations Unies. Donc ça, c'est une pratique coutumière. Nous pouvons aussi évoquer le roi Baudouin qui rentre en conflit avec Kinshasa, où on coupait les mains, il fallait le caoutchouc ou alors aller dans les mines. On peut aussi évoquer Mandela en prison qui avait été utilisé pour aller casser les mines en tant que prisonnier pour le compte des compagnies de Tullow, pour le compte des compagnies britanniques. Donc il y a une pratique coutumière où on s'est servi des esclaves pour exploiter les matières premières. Il y a aussi donc il y a une coutume internationale qui est là. Troisième source, donc la première source c'est les traités, deuxième source c'est la coutume internationale, troisième source c'est les principes généraux du droit international public. Est-ce que le droit international public, pour qu'il puisse, le droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie, pour qu'il puisse exister, remplit le critère des principes généraux du droit international public? Oui, par exemple, il y a eu des contentieux où les principes substantifs et les principes processuels ont été appliqués. Par exemple, le Koweït, par exemple, l'Arabie Saoudite avec l'Aramco, qui ici entre en conflit avec les majors des États-Unis et britanniques et qui justement nationalise les investissements du pétrole des compagnies britanniques et américaines, et invoque ici que ces compagnies ne remplissent pas les critères du droit islamique. Donc c'est génial, c'était pour la première fois. L'Arabie Saoudite a introduit justement l'application des principes processuels et des principes substantifs au niveau pétrolier, du droit islamique au niveau pétrolier. C'était tellement génial. Quatrième élément, c'est que pour que le droit international du pétrole, des minerais existe, il faut justement qu'il y ait une pratique des sentences arbitrales. Oui, il y en a beaucoup. Je vous ai parlé de l'Aramco, mais aussi du Sri Lanka qui avait envoyé des militaires pour aller nationaliser le pétrole. On peut parler aussi de la Bolivie. Il y a eu donc des sentences. Allez juste consulter la jurisprudence internationale, des sentences arbitrales en matière pétrolière. Enfin, est-ce que le droit international